mesdames, messieurs, bonjour. Tout ce qui a été dit jusqu'à présent est vrai. Que ce soit Thomas Gauthier, que ce soit M. Dupuis, j'ai les chiffres, je vais vous les présenter. Le pôle innovation est donc reconnu comme un moteur de la compétitivité et paradoxalement, elle est peu enseignée dans les cursus universitaires. C'est pourquoi l'Union européenne a décidé de financer un grand projet qui s'appelle le projet OINET. Et ce projet, dans lequel la HEG est partenaire, c'est celui que je vais vous présenter aujourd'hui. La HEG est partenaire, je travaille dans ce projet avec ma collègue Catherine Écoué, qui est d'ailleurs actuellement... à Berkeley. J'étais encore en conférence téléphonique avec elle hier. Elle est au cœur même de Pôle Innovation, puisqu'elle travaille dans l'équipe pour un semestre, dans l'équipe du professeur Chesbrou. Et elle est donc notre ambassadrice là-bas. Et d'ailleurs, en parlant d'ambassadeur, il y a dans la salle M. Jocelyn Mélan, est-ce qu'il est quelque part, qui est le représentant de Swissnex, que Catherine Écoué a rencontré à San Francisco. Et donc, si vous voulez faire des opportunités de partenariat à la pause, c'est aussi une des occasions. Bien, alors ce projet Open Innovation, ce projet Open Innovation Net, le voici en chiffres. C'est 52 partenaires dans 35 pays et 41 universités. Un budget de 800 000 € financé par l'Union européenne. C'est un projet qui dure maintenant depuis octobre 2013 et qui devrait se terminer en septembre 2016. Alors, quels sont les objectifs d'un tel projet dit de Long Life Learning? Ce n'est pas réellement un projet de recherche, c'est un projet de recherche appliquée. Il s'agit donc de mettre en place un réseau d'universités pour échanger dans le cadre de la mise en place de cursus dans le pôle innovation. Alors, disons que le premier objectif est déjà presque atteint. 41 universités qui se réunissent, qui travaillent ensemble autour de l'université qui nous coordonne, qui est l'université de Lappeenranta. Lappeenranta, c'est une ville qui se trouve au milieu de la Finlande, j'y reviendrai tout à l'heure parce que ça a tout son effet, un effet assez rafraîchissant. Ces 41 universités, c'est déjà aujourd'hui un véritable réseau et le travail est très efficace. Ensuite, pour arriver à atteindre le résultat de mettre en place des cursus qui correspondent aux besoins de l'industrie dans le pôle d'innovation, il faut identifier, il faut profiler, il faut proposer et recommander. Alors, ces objectifs particuliers, nous sommes en plein dedans. Et l'université de Lappeenranta a organisé le projet de façon magistrale en divisant nos équipes en Work Package. Et ce qui est bien, c'est que nous, la HEG, nous travaillons dans le Work Package 2. Et le Work Package 2, c'est celui qui peut d'ores et déjà donner des résultats. Nous avons déjà des résultats puisque nous avons commencé nos travaux par une grande enquête qui permet d'identifier d'une part l'état d'appropriation, l'état d'adoption de l'open innovation dans les entreprises européennes, et d'autre part, les besoins de ces mêmes entreprises pour obtenir des gens confirmés, des gens formés, des gens compétents dans ce domaine. Alors, nous avons mené cette enquête, et lorsqu'on a décidé de mettre en place ce symposium, le titre de ma présentation, c'était 400 entreprises européennes et parlent de leur open innovation et de leurs besoins. Bon, depuis, nous avons été plus loin. Aujourd'hui, j'ai 528 entreprises dont les résultats de l'enquête nous permettent d'avoir quelques éléments significatifs. Alors, vous voyez que la répartition dans l'Europe n'est pas tout à fait la même. C'est intéressant de voir que nos amis de la Tchéquie, que nos amis de la Grèce, que nos amis de la Hongrie ont été très très actifs, alors que nos autres amis, plus au sud, de France, d'Espagne, d'Italie, ont été plus modestes dans leur contribution. La Suisse, nous sommes neutres, nous sommes au milieu, notre contribution est tout à fait remarquable, sans être exceptionnelle. Quels sont les résultats?
Alors d'abord, une bonne nouvelle. 60% des entreprises ont déjà, d'une certaine façon, adopté les concepts de l'open innovation. C'est pas mal du tout, surtout que nous sommes en Europe. Il ne s'agit pas d'une enquête mondiale. Il y a quand même 8% des entreprises qui ont répondu à notre enquête, qui ont dit qu'elles ne savaient pas trop de quoi on parlait lorsqu'on parlait d'open innovation. Si nous allons un petit peu plus en détail, quelles sont les activités que les entreprises ont adoptées dans leur adoption de l'open innovation? Alors d'abord, très clairement, toutes les entreprises ont compris qu'aujourd'hui, il faut intégrer les clients dans le processus d'innovation. Il faut également intégrer les partenaires. C'est beaucoup plus frileux avec les domaines qui traitent de la propriété intellectuelle. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous aurez le plaisir d'entendre M. Braque à ce sujet. Là, les réponses des entreprises sont plus faibles dans les chiffres. Alors, vous avez là le détail des résultats. Naturellement, comme l'a dit Marianne Erny, les diapositives sont sur votre clé USB ou sur le site Cyberland pour les étudiants. Vous avez en détail les réponses que nos entreprises ont données. Ça, c'était pour étudier l'adoption de l'open innovation dans les entreprises. Puis, la deuxième partie de notre enquête consistait à demander à ces entreprises quels sont les besoins, quelles sont les demandes qu'elles ont auprès des universités. Qu'est-ce qu'elles veulent que nous formions comme compétences? Alors, là, les réponses sont très claires. Nous avons un profil de compétences très bien établi, et en clair, les entreprises nous demandent, vous voyez, des gens qui ont des compétences dans la collaboration en interne, en externe et dans la collaboration en distance. Ça permet de faire ce type de graphique. Ce type de graphique, qui est un profil de compétences, est très utile dans le cadre de ce projet, puisque l'objectif est de mettre en place des objectifs d'enseignement. Les objectifs d'enseignement sont faciles à découler d'un profil de compétences. Une fois qu'on a mis en place ces objectifs d'enseignement, on met en place des programmes de cours, on met en place des supports de cours et des cas d'études. Et le délivrable de ce projet, financé par la Commission européenne pour les universités européennes, sera donc un certain nombre de programmes de cours, de cas d'études, qui pourront être échangés et exploités dans le réseau des 41 universités partenaires. Au niveau des capacités, on relève les notions d'agilité et de créativité, et ceci dans la technologie. Nous sommes donc clairement, si on regarde le profil de compétences, cette fois-ci de capacité, dans un domaine qui traite des... Alors, notre équipe de projet a appelé ça des social skills, j'ai plutôt l'habitude d'appeler ça des soft skills, et c'est intéressant de voir que c'est une difficulté pour les universités, parce que dans les universités, on a l'habitude d'enseigner les compétences spécifiques, c'est-à-dire les hard skills. Donc, nous devons modifier en amont, pour former les gens à l'open innovation, nos méthodes d'enseignement, typiquement, faire travailler les étudiants en collaboration, arrêter de faire ce que je fais en ce moment, c'est de vous parler quand vous m'écoutez simplement et sagement, mais faire de l'interactivité, utiliser des techniques de flipped education, c'est-à-dire de faire travailler les étudiants en amont avant leur cours sur la matière qu'ils ont à étudier pendant le cours. Zoom cette fois-ci sur les résultats des entreprises suisses qui ont répondu à notre enquête. Alors, d'abord, on a peu de chiffres puisqu'il y a 19 entreprises seulement qui ont répondu et j'ai besoin de vous. Alors, tout à l'heure, nous allons passer, j'ai deux assistants dans la salle, il y a Quentin Zach et puis Jean-David Sando, voilà, vous voyez bien qui ils sont. Ils seront donc légitimés pour passer vers vous avec notre enquête. Donc ça a deux avantages, un pour vous, un pour nous. Vous, vous allez recevoir l'enquête en détail, c'est-à-dire que vous aurez clairement, sur forme écrite, la liste de toutes les compétences que nous proposons, de tous les degrés, de tous les concepts de pôle d'innovation qu'on peut adapter. Et vous, si vous remplissez pour nous cette enquête, eh bien, ça
nous augmentera notre nombre et notre échantillon d'entreprises suisses. Mais bon, quand même, quelques réponses qui devraient peut-être un peu vous influencer aussi. Alors, d'abord, bonne nouvelle de nouveau, 72% contre 60% dans le reste de l'Europe, d'entreprises suisses ont adopté les concepts de l'open innovation. C'est meilleur. Deuxième bonne nouvelle, la Suisse est dans l'Europe, c'est-à-dire que les pratiques les plus courantes qu'on a relevées dans les entreprises européennes, ben, c'est un peu les mêmes qu'on a relevées dans les entreprises suisses. Mais la Suisse reste la Suisse. Par exemple, elle va volontiers partager avec des partenaires, mais un peu moins partager avec des clients. Il y a quand même toujours ce principe. Il y a le vendeur, il y a le client. En Suisse, on a des principes. On est plus frileux pour s'embarquer dans des partages, dans des échanges. Alors, ça nous donne le graphique suivant. La ligne grise, c'est les résultats de l'Europe. Les barres rouges sont les résultats de la Suisse. Les résultats de la Suisse sont beaucoup plus marqués. Lorsque c'est oui, c'est oui. Lorsque c'est non, c'est non. C'est pas peut-être que. Hein. Il n'y a pas d'esprit normand en Suisse. Il y a un esprit affirmé. Oh, c'était drôle, mais enfin bon. Bon. Les besoins des entreprises en termes de compétences, là aussi, sont les mêmes que pour le reste de l'Europe, avec peut-être une frilosité encore plus importante lorsqu'il s'agit de parler d'argent, lorsqu'il s'agit de parler de propriété intellectuelle, lorsqu'il s'agit de parler d'astuces du droit anglo-saxon qui est par exemple la fiducie. C'est une sorte de délégation de droit qui a été introduite dans le droit français de façon très timide en 2007. J'ai appris tout ça dans un projet. Hein, et qui est également utilisé dans le droit suisse, mais avec beaucoup de retrait et de prudence. Alors, du coup, nous avons de nouveau un profil de compétences, là aussi en gris le profil. En gris le profil suisse, beaucoup plus marqué, et en rouge le profil européen. C'est rassurant parce que nous sommes à peu près dans le même design, mais c'est quand même intéressant de bien vouloir l'étudier en détail. Alors, au niveau des capacités, on voit que la Suisse cherche des capacités dans l'agilité et la créativité. C'est d'ailleurs une excellente collaboration entre une école comme la HEG et une école comme la HEAD. Tout à l'heure, vous entendrez notre collègue Nicolas Neva sur le design. Et on a de nouveau une fragilité. Il y a moins de besoins en Suisse qu'en Europe par rapport aux besoins de développement des technologies. Alors ça, je n'ai pas d'explication, mais c'est ainsi. Voilà, en résumé, ces quelques chiffres et faits de l'enquête, la suite du travail, naturellement, continue dans ce projet. Alors, sur cette diapositive, j'ai 3 messages. Le premier message, c'est de vous dire que ma collègue Catherine Eco et moi, nous sommes à votre disposition si vous êtes intéressés par suivre ce que nous allons faire. Donc, on a mis nos adresses e-mail. Le deuxième message, c'est que quand vous êtes dans un projet qui est coordonné par une université en Finlande et qu'ils font le kick-off du projet en janvier, il fait moins 25 degrés. Et donc la photo est un peu crispée. Il y a du soleil, mais c'est un soleil froid. Et le troisième message, c'est de vous dire merci pour votre attention.